La Fondation SCP est une organisation secrète fictive chargée de contenir, étudier et dissimuler des entités, anomalies ou phénomènes anormaux. Voici leurs histoires. SCP-1128, la chose dans l'eau. La première mention de l'anomalie survint lorsqu'un étudiant raconta à l'infirmerie de son université qu'il avait failli se noyer en prenant une douche. Il tremblait encore lorsque les équipes arrivèrent. Il affirmait que quelque chose l'avait tiré vers le sol comme si de l'eau profonde se trouvait sous ses pieds. L'histoire semblait absurde mais l'état de panique dans lequel il se trouvait attira l'attention de plusieurs chercheurs habitués aux phénomènes anormaux. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer ce qu'il avait vu, l'étudiant tenta de décrire une silhouette immense cachée sous une eau noire et silencieuse. Au moment où il prononça ces mots, sa respiration devint saccadée. Il regarda les murs blancs de l'infirmerie comme s'ils étaient en train de se transformer. Les médecins durent intervenir pour l'empêcher de se jeter hors du lit. Il répétait que la créature l'avait entendu. Plus tard, un autre cas sembla confirmer l'existence d'un phénomène. Une femme, après avoir lu le témoignage de l'étudiant dans un forum, se mit à ressentir un malaise dès qu'elle entendait le bruit d'un liquide couler. 3 jours après, elle glissa dans sa baignoire et se mit à hurler que quelque chose tentait de l'attraper depuis le fond. Lorsqu'on la sortit de là, elle avait sur les jambes des marques profondes semblables à des griffures longues et courbes. À aucun moment la baignoire n'avait dépassé quelques centimètres d'eau. Les premiers tests de la Fondation commencèrent par l'interrogatoire minutieux des témoins. Chaque fois qu'une personne essayait de décrire pleinement la forme de la créature, elle montrait des signes évidents d'angoisse. Plus la description devenait précise, plus les personnes semblaient percevoir la présence de l'entité. Certaines se mettaient à fixer les coins sombres de la pièce. D'autres se recroquevillaient comme si elles entendaient quelque chose bouger dans les murs. Un chercheur eut l'idée d'effectuer un test en utilisant un bassin profond dans une zone contrôlée. Un agent ayant reçu une description volontairement floue de la créature fut invité à regarder la surface du bassin. Pendant les premières minutes, rien ne se produisit. Puis l'agent déclara avoir senti une vibration dans le sol. La surface de l'eau resta immobile mais l'agent affirma voir une ombre bouger sous lui comme si le bassin s'était transformé en océan. Les capteurs n'enregistraient rien. Pourtant, l'agent recula d'un pas avec une expression de terreur absolue. Une expérience plus poussée fut organisée. Cette fois, on demanda à un agent de décrire ce qu'il pensait voir. Il hésita puis murmura qu'il distinguait une forme gigantesque qui nageait lentement dans une eau sombre et sans fond. À peine eut-il achevé sa phrase que la surface du bassin se déforma. L'eau se souleva en un mouvement impossible et l'agent fut tiré vers l'avant comme si une force invisible attrapait ses jambes. Les autres membres de l'équipe durent se précipiter pour le retenir. Pendant quelques secondes, l'agent fut suspendu entre deux réalités. Son corps se penchait vers l'eau mais ses yeux fixaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Lorsqu'on le tira enfin en sécurité, il avait perdu connaissance. À son réveil, il murmura qu'il avait senti la créature très près de lui. Il affirma que l'endroit dans lequel il avait été tiré n'était pas une simple illusion. Il décrivit un monde aquatique calme et noir, sans lumière, où une masse colossale glissait lentement en approchant. Elle ne nageait pas, elle se déplaçait comme un monde à part entière. Il avait senti son regard sans jamais distinguer clairement ses yeux. Les chercheurs découvrirent rapidement que la créature n'attaque pas seulement ceux qui la voient, mais ceux qui comprennent son existence. Plus une personne possède d'informations, plus la connexion semble forte. Une simple évocation verbale peut déclencher des symptômes. Une représentation visuelle peut provoquer une attaque directe. À plusieurs reprises, des personnes ont été happées dans quelques centimètres d'eau en terrasse, dans une piscine vide ou même en marchant près d'une flaque. Dans chaque cas, l'eau prenait soudain la profondeur d'un abîme insondable au moment où la victime disparaissait presque. Le phénomène a mené à une procédure stricte. Il est désormais interdit de donner une description complète de l'entité. Toute personne ayant trop d'informations doit être placée en isolement loin de toute source liquide. Certaines victimes affirment encore entendre l'eau bouger doucement alors qu'il n'y en a pas dans la pièce. Elles disent que la créature attend patiemment.
Elle sait qu'un jour ou l'autre, tout humain doit s'approcher de l'eau. SCP-1173, la maison qui refuse de dormir. La maison semblait ordinaire lorsque l'équipe d'exploration arriva dans le quartier silencieux. Les volets étaient fermés et la façade portait les marques d'années d'abandon. Pourtant, les rapports de voisins parlaient de lumières allumées à des heures impossibles et de silhouettes à l'intérieur alors que personne ne l'habitait officiellement depuis longtemps. Le simple fait d'approcher l'entrée donnait déjà la sensation que la maison observait. Dès que l'équipe passa le seuil, l'atmosphère changea. L'air se faisait lourd comme si la maison retenait son souffle. À première vue, l'intérieur ressemblait à un appartement banal. Puis l'un des agents remarqua que le couloir faisait 3 fois sa longueur observée depuis l'extérieur. Les portes semblaient disposées d'une manière différente à chaque regard. Une pièce apparaissait sur la droite. L'instant d'après, elle n'était plus là. La maison modifiait sa structure en fonction de l'état mental de ceux qui la parcouraient. Le premier événement survint lorsqu'un agent sentit la fatigue le gagner après plusieurs heures de recherche. Une chambre se matérialisa alors devant lui avec un lit fait et une lumière tamisée. Plus il luttait contre son épuisement, plus la pièce devenait confortable et invitante. Quand il tenta d'y entrer pour se reposer, la porte se referma brusquement et la pièce disparut derrière lui. Le message était clair. La maison refusait qu'on y dorme. Plus tard, l'équipe trouva un salon dont le mobilier correspondait parfaitement aux souvenirs d'enfance d'un des chercheurs présents. Il déclara n'avoir jamais vu ces objets depuis la mort de sa grand-mère et son pouls accéléra. La maison répondit à son agitation en déformant les murs vers l'intérieur comme si elle se resserrait autour d'eux. Ils durent évacuer la pièce pour que l'architecture revienne à la normale. Chaque émotion semblait provoquer une réaction dans l'environnement. La maison imitait un organisme vivant qui ressentait ce que ses occupants ressentaient. Au centre du bâtiment, ils découvrirent une pièce totalement blanche. Elle n'existait sur aucun plan de construction. Lorsqu'on y entrait, la fatigue disparaissait d'un coup comme si on y respirait un air plus pur. Un agent tenta d'y dormir malgré les avertissements. Dès qu'il ferma les yeux, il entendit un bruit sourd derrière les murs. Le sol vibra. Les murs devinrent poreux comme s'ils cherchaient à l'engloutir. Il se releva immédiatement mais l'un de ses pieds resta brièvement prisonnier du sol avant que la maison ne le relâche. L'équipe conclut que la maison punissait le sommeil par un mécanisme qui n'était ni architectural ni physique. Au moment d'évacuer, la sortie ne se trouvait plus à l'endroit où elle aurait dû être. Les couloirs tournaient en spirales impossibles. La maison les retenait. Ils durent maintenir un état de concentration froide pour empêcher les pièces de changer autour d'eux. Après plusieurs minutes de marche tendue, la porte d'entrée réapparut enfin. Lorsqu'ils sortirent, la maison reprit instantanément sa forme extérieure habituelle comme si elle n'avait jamais bougé. Depuis ce jour, personne n'a pu y dormir ni même s'y assoupir sans déclencher une réaction violente. La maison semble veiller sans relâche et refuse que quiconque s'abandonne au repos sous son toit. Beaucoup pensent qu'elle craint quelque chose qui se manifesterait si un esprit s'y endormait vraiment. D'autres pensent qu'elle protège ses visiteurs d'un danger invisible. Ce qui est sûr est que la maison ne dort jamais et qu'elle ne laisse personne dormir en sa présence. SCP-1936, le piano de compositeur involontaire. Le piano se trouvait au fond d'une petite salle de répétition dans un conservatoire presque oublié. La poussière couvrait son vernis noir et ses touches d'ivoire semblaient n'avoir pas été pressées depuis des années. Pourtant, la direction du conservatoire rapportait entendre régulièrement des mélodies inconnues pendant la nuit. Aucun élève ne s'entraînait à ces heures et aucune caméra ne captait le moindre mouvement autour de l'instrument. Le piano jouait seul. Lors de la première observation officielle, un agent s'assit devant l'instrument avec l'intention de tester quelques notes simples. À peine effleurait-il une touche que le piano répondit avec un accord complet, harmonieux et parfaitement adapté à la note initiale. Il tenta un autre son et le piano développa une suite mélodique de plusieurs secondes. Cela ne ressemblait pas à de la musique aléatoire. L'instrument semblait composé en fonction de l'état émotionnel de celui qui jouait.
Un second test fut mené. On demanda à un agent de jouer alors qu'il repensait à un souvenir douloureux qu'il refusait d'évoquer. À la première note, la pièce se remplit d'une mélodie grave et vibrante qui évoquait la perte et le regret. L'agent tenta d'arrêter de jouer mais le piano continua seul pendant quelques secondes. Les dernières notes sonnèrent comme un aveu. Lorsqu'on demanda à l'agent comment il se sentait, il déclara que la musique décrivait exactement ce qu'il n'avait jamais réussi à dire à voix haute. Le phénomène s'intensifia lorsque l'on utilisa un véritable pianiste pour l'expérience. Ce dernier passa plus d'1 heure devant l'instrument. Au fil des compositions, la musique devint de plus en plus sombre. Les agents en écoute ressentirent un malaise profond. À la fin de la session, le pianiste s'effondra en larmes, incapable d'expliquer pourquoi il venait d'entendre, selon ses mots, le reflet sonore de ses plus grandes peurs. L'enregistrement audio montrait une œuvre complexe et agressive qui ne ressemblait pas à son style habituel. Plus inquiétant encore, la musique semblait parfois révéler des informations que même l'utilisateur ne connaissait pas consciemment. Lors d'un test, un agent joua une simple gamme. Le piano répondit par une mélodie douce qui se transforma soudain en un motif irrégulier. Après analyse, ce motif reprenait exactement le rythme des battements cardiaques de l'agent à un moment particulier de son enfance, moment qu'il avait oublié. Lorsque l'équipe médicale étudia les dossiers, elle confirma que ce rythme correspondait à celui enregistré lorsqu'il avait été hospitalisé pour un accident grave plusieurs années plus tôt. Le piano avait puisé dans une mémoire enfouie. L'instrument n'explique jamais rien. Il ne communique pas autrement que par la musique. Cependant, plusieurs agents ont affirmé ressentir une présence lorsqu'ils posent les mains sur les touches. Une impression d'être observé. Certains décrivent l'impression qu'une autre personne joue avec eux, mais d'une manière invisible et silencieuse. Lors d'une dernière expérience, un chercheur tenta de jouer en gardant son esprit totalement vide pour empêcher le piano de composer quoi que ce soit. À la première note, le son résonna normalement. Puis le silence tomba et dura presque 10 secondes. Soudain, le piano joua une seule note très aiguë qui fit vibrer toute la salle. Plusieurs témoins décrivirent le son comme un cri. Le chercheur, choqué, avoua qu'il avait tenté d'étouffer une pensée qu'il refusait d'admettre. Le piano, encore une fois, avait lu ce qu'il cachait. SCP-1689, l'assassin sans fin. Les premières investigations commencèrent lorsqu'une famille rapporta avoir trouvé un vieux sac de pommes de terre posé au milieu d'un grenier qu'elle venait d'acheter. Le sac était rugueux et portait une odeur de terre fraîche comme s'il avait été rempli la veille. Pourtant personne n'avait mis les pieds dans ce grenier depuis des années. La famille l'ouvrit et découvrit un amas de pommes de terre toutes parfaitement formées. Elles semblaient fraîchement récoltées, encore couvertes d'une fine poussière de terre. Il y en avait plus que le sac ne pouvait contenir logiquement. Lorsqu'on tenta de sortir la totalité du contenu pour examiner le fond du sac, quelque chose d'impossible se produisit. Plus on retirait de pommes de terre, plus il y en avait. Le sac demeurait toujours aussi lourd. Un agent finit par glisser sa main jusqu'au fond de la toile pour comprendre l'origine de l'anomalie. Sa main passa à travers le tissu comme si le sac était une ouverture donnant accès à un autre endroit. Il sentit un courant d'air humide et le sol mou avant de retirer brusquement sa main. Une exploration à distance fut réalisée en insérant une petite caméra attachée à un bras articulé. Les images révélèrent un espace immense. Une terre brune s'étendait à perte de vue avec des sillons réguliers. Des rangées entières de pommes de terre y poussaient. Le ciel n'était pas visible mais la lumière semblait provenir d'une source diffuse et grisâtre. Plus troublant encore, de petites fumées s'élevaient au loin comme si quelqu'un entretenait des feux. Une première expédition humaine fut envoyée à travers le sac. Les agents sortirent dans ce qui ressemblait à un vaste champ agricole. Le sol était froid. Des traces de pas multiples longeaient les sillons. Certaines étaient humaines. D'autres évoquaient quelque chose de plus massif. Les agents avancèrent jusqu'à atteindre une petite colline. Derrière celle-ci se trouvait un village occupé par une vingtaine d'habitants amaigris. Lorsqu'ils virent les agents, les villageois se précipitèrent vers eux avec une lueur d'espoir désespérée.
Personne ne comprenait leur langue mais leurs gestes et leurs regards suffisaient. Ils étaient affamés. D'après les quelques mots discernables, ils disaient que les récoltes disparaissaient toujours avant d'être récoltées. Quelque chose dans les champs emportait la nourriture pendant la nuit. Ils désignaient souvent la forêt sombre qui bordait les terres. Dès qu'on évoquait cet endroit, les villageois détournaient les yeux comme s'ils craignaient d'être entendus. La nuit tomba rapidement et une brume épaisse s'étendit sur les cultures. Les agents, équipés de capteurs nocturnes, observèrent les champs depuis une maison en hauteur. C'est alors qu'ils aperçurent des silhouettes sortir de la forêt. Elles se déplaçaient lentement et leur corps semblait déformé par la malnutrition. Certaines avançaient à quatre pattes. D'autres se traînaient, les membres tordus. Elles se dirigeaient toutes vers les sillons et arrachaient les pommes de terre pour les dévorer immédiatement. Un agent voulut s'approcher pour comprendre qui étaient ces créatures. À sa surprise, l'une d'elles leva la tête dans sa direction et son visage devint visible sous la lumière de l'appareil. Ce visage n'était pas monstrueux. Il était humain. L'homme semblait avoir été transformé par des années de survie désespérée. Ses yeux étaient grands ouverts et brûlés par la faim. Lorsqu'il vit l'agent, il poussa un cri qui résonna comme un appel. D'autres silhouettes sortirent de la brume. Il y en avait beaucoup plus que prévu. Le groupe organisa une retraite vers le sac pour rejoindre l'entrée vers le monde normal. Avant de partir, ils jetèrent un ultime regard au village. Les survivants observaient la scène avec une résignation profonde. Ils savaient que la forêt produisait constamment de nouveaux affamés. La même peur se lisait dans leurs yeux. Ils vivaient dans une boucle sans fin. Un champ qui donne sans cesse et un nombre toujours croissant de bouches dévorantes qui tentent de survivre. Lorsque les agents revinrent par l'ouverture du sac, celui-ci se contracta comme s'il souhaitait empêcher le passage. Les dernières pommes de terre tombèrent sur le sol. Depuis cette expédition, le sac continue de produire des pommes de terre sans interruption. À chaque extraction, la caméra montre que le village existe toujours. Les habitants semblent vieillir de plus en plus vite. Les silhouettes affamées de la forêt sont de plus en plus nombreuses. Elles arrachent tout ce qu'elles trouvent puis disparaissent dans la brume en laissant derrière elles des traces de pas qui se perdent dans un horizon brisé. Personne n'a encore découvert ce que la forêt cache vraiment ni pourquoi ce monde miniature semble affamé au point de se dévorer lui-même. SCP-184, l'architecte. L'objet fut découvert dans les ruines d'un manoir au milieu d'une vallée forestière. Il s'agissait d'un petit artefact métallique de la taille d'un poing, froid au toucher et parfaitement sphérique. Aucun signe d'usure n'apparaissait sur sa surface. Les premiers chercheurs qui l'examinèrent notèrent qu'il vibrait presque imperceptiblement, comme s'il contenait un mécanisme interne qui ne nécessitait aucune source d'énergie. La première anomalie se manifesta lorsqu'un agent, par simple curiosité, posa l'objet dans le hall d'un appartement vide afin de prendre quelques mesures. Au bout de quelques minutes, il remarqua que les angles du couloir avaient changé. Le mur nord s'était légèrement écarté comme si quelqu'un avait agrandi la pièce de l'intérieur. L'agent crut d'abord à un effet d'optique. Il prit de nouvelles mesures et constata que la pièce était désormais plus large de plusieurs centimètres. Le phénomène s'accéléra lorsque l'objet resta plusieurs heures dans le bâtiment. Les murs commencèrent à s'étendre de manière irrégulière. Une simple porte donnait soudain sur un couloir qui n'existait pas auparavant. Une seconde ouverture apparut dans la cuisine. Les chercheurs observèrent la création d'un escalier entier qui descendait vers un sous-sol inexistant dans le bâtiment original. Plus l'artefact restait dans le lieu, plus l'architecture devenait imprévisible. On conduisit l'objet dans un complexe de confinement spécialement préparé. Dès qu'il fut déposé au centre, les pièces commencèrent à s'agrandir, mais cette fois-ci plus vite et plus violemment. Les couloirs se multipliaient en spirale. Les ouvertures se créaient dans toutes les directions. Des mezzanines apparaissaient à mi-hauteur, soutenues par des colonnes nouvelles qui n'avaient pas été construites par la main humaine. Certains espaces prenaient des proportions impossibles. Une salle qui devait faire 10 mètres carrés en faisait soudain 30, sans que les murs extérieurs du bâtiment n'aient bougé. Lorsque l'artefact resta trop longtemps dans le complexe,
des déformations plus inquiétantes se produisirent. Une salle entière se transforma en un labyrinthe de couloirs étroits qui tournaient sur eux-mêmes. Un agent qui y entra se retrouva piégé pendant presque 1 heure avant de retrouver la sortie. Pourtant, selon ses capteurs, il n'avait parcouru qu'une 30aine de mètres. La géométrie n'obéissait plus à aucune logique connue. Les chercheurs constatèrent que l'objet agissait comme une force de croissance architecturale. Il ne détruisait rien. Il ajoutait. Il étirait. Il remodelait. Les structures créées semblaient vouloir se complexifier indéfiniment. Lors d'un test, on laissa l'artefact dans une salle entièrement vide, avec un sol lisse et 4 murs blancs. Après une nuit, la pièce contenait 3 niveaux de plancher supplémentaires, un escalier à demi suspendu dans le vide et une ouverture qui donnait sur un couloir parfaitement symétrique au mur d'origine. Le sol avait même développé une mosaïque géométrique composée de motifs inconnus. Plus étrange encore, certaines pièces construites autour de l'artefact semblaient imiter l'architecture humaine sans réellement la comprendre. On trouva une cuisine avec un évier trop profond pour être utilisé. Une chambre avec un lit sculpté directement dans la matière du sol. Un balcon intérieur sans rambarde donnant sur un vide impossible. C'était comme si l'artefact tentait de copier des éléments observés ailleurs, mais qu'il ne saisissait pas la finalité de chaque forme. Un incident marqua la nécessité absolue du confinement. Lorsqu'un agent resta trop longtemps dans une section récemment déformée, l'architecture se referma sur lui. Les murs se rapprochèrent lentement sans qu'il ne s'en rende compte immédiatement. Au moment où il comprit qu'il était coincé, l'espace avait déjà rétréci de manière dangereuse. Il dut être extrait par une ouverture d'urgence avant que la pièce ne devienne une fissure. Selon les capteurs, l'artefact avait produit cette contraction en réaction au mouvement de l'agent, comme si sa présence avait influencé la direction de la croissance architecturale. Aujourd'hui, l'artefact est enfermé dans un cube de confinement isolé du moindre volume habitable. Les chercheurs pensent que cet objet pourrait continuer d'étendre et de redessiner un bâtiment jusqu'à créer une structure infinie. Une architecture qui se construit elle-même sans jamais s'arrêter. Une architecture qui n'a besoin de personne et qui pourrait engloutir tout ce qui se trouve en son centre. Certains pensent encore que l'artefact ne fait qu'imiter. Ils se demandent alors ce qu'il a bien pu observer avant d'être trouvé dans un manoir en ruine. SCP-538, la chambre inversée. La pièce fut découverte dans le sous-sol d'un petit immeuble administratif abandonné depuis des années. Les fondations semblaient instables et l'endroit portait une odeur de poussière et de ciment humide. Au fond d'un couloir sombre, les explorateurs ouvrirent une porte de métal corrodé et débouchèrent dans une salle totalement différente du reste du bâtiment. Le sol brillait comme une surface de verre. Les murs étaient d'un blanc irréprochable. On avait l'impression de pénétrer dans un lieu qui n'avait jamais été touché par le temps. La première anomalie se manifesta dès que l'un des agents fit un pas en avant. L'image de son mouvement se refléta sur le sol brillant. Cependant, le reflet n'imitait pas son mouvement. Il le précédait. Alors que l'agent avançait prudemment, son reflet, parfaitement identique, effectua le même mouvement une seconde plus tôt. L'équipe crut d'abord à un défaut dans leur perception mais la caméra confirma l'effet. Le miroir ne reflétait pas le présent. Il montrait l'action avant qu'elle ne se produise réellement. Les chercheurs restèrent immobiles pendant plusieurs secondes. Leur reflet les regardait déjà fixement. L'un des agents leva la main pour tester le délai. Dans le sol, son reflet levait la main avant même que son cerveau n'ait ordonné le geste. La sensation était profondément dérangeante. Comme si la salle connaissait chacune de leurs décisions une fraction de seconde avant qu'elles n'existent. Lorsqu'un agent sortit une lampe de poche de sa ceinture, son reflet la sortit également à l'avance. Mais cette fois, quelque chose de plus étrange se produisit. Dans la réflexion, la lampe tomba de sa main et roula au sol avant même que l'objet réel ne bouge. L'agent fut pris de panique, tenta de renforcer son emprise sur la lampe et perdit malgré tout le contrôle de ses doigts. L'objet glissa exactement comme le reflet l'avait montré. La salle n'imitait plus seulement l'avenir. Elle semblait l'imposer.
Une série d'expériences fut mise en place. On demanda aux agents de rester parfaitement immobiles pour éviter que la pièce ne prédise le moindre geste. Les reflets, pourtant, continuaient de respirer. Ils respiraient un peu trop vite. Ils tremblaient très légèrement. Comme s'ils avaient peur de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Un chercheur plaça un objet banal, une petite bille métallique, au centre de la salle pour vérifier si la pièce influençait aussi la matière inerte. Après quelques secondes, la bille reflétée dans le sol commença à rouler d'elle-même. Sur le sol réel, la bille resta immobile pendant un court instant, puis elle suivit exactement la même trajectoire. Le délai entre le reflet et la réalité augmentait dès que l'objet ne possédait pas d'intention ou de conscience. La pièce anticipait même les phénomènes physiques. Une expérience plus risquée eut lieu lorsqu'un agent, volontaire mais nerveux, entra seul et ferma la porte derrière lui. Ses collègues observaient par une caméra extérieure. Dès qu'il pénétra dans la pièce, son reflet fit un pas vers la gauche. L'agent, décidé à briser le déterminisme apparent, fit volontairement un pas vers la droite. La salle réagit immédiatement. Le sol vibra légèrement. Les reflets se multiplièrent un bref instant comme un miroir brisé. Une pression intense s'abattit sur l'air et l'on vit l'agent tituber comme si une force invisible poussait sur son torse. Son corps se réorienta malgré lui. Il fit un pas vers la gauche exactement comme le reflet l'avait fait quelques secondes plus tôt. La salle n'anticipait pas les choix. Elle les corrigeait. Le phénomène atteignit un sommet inquiétant lorsqu'un test prolongé montra que les reflets commençaient à agir différemment des originaux. Alors qu'un chercheur tentait un mouvement simple de rotation du poignet, son reflet fit le même geste puis l'enchaîna avec un autre que le chercheur n'avait pas encore décidé. 2 secondes plus tard, le chercheur sentit son bras se crisper et reproduire involontairement le mouvement supplémentaire. À chaque expérience, la salle semblait prendre plus d'initiative. La décision fut prise d'évacuer la pièce après un dernier test. On y déposa une caméra automatisée pour enregistrer son propre reflet. Au bout de plusieurs heures, la caméra réelle restait immobile, mais son reflet bougeait lentement comme s'il pivotait sur lui-même. 1 minute plus tard, la caméra réelle commença à tourner d'elle-même jusqu'à imiter parfaitement le mouvement réfléchi. Aucun moteur ne justifiait ce comportement. L'équipe conclut que la salle agit sur toute matière placée dans son espace. Aujourd'hui, la pièce est scellée dans un complexe hermétique. Les chercheurs pensent qu'elle n'inverse pas le temps mais qu'elle montre une version alternative du futur, un futur que la salle impose ensuite au monde réel. Elle ne prédit pas. Elle décide. Certains affirment que si un humain restait trop longtemps à l'intérieur, son reflet finirait par agir librement et l'original deviendrait seulement un écho. Une seconde version, un peu en retard, destinée à suivre ce que la chambre a déjà choisi. SCP-3043, le chat qui est un dragon peut être. Le premier signalement de l'entité se produisit dans un quartier tranquille d'une petite ville côtière. Plusieurs habitants avaient rapporté le même phénomène étrange. Un chat gris, plutôt ordinaire, apparaissait puis disparaissait près des jardins et des porches. Il n'était pas agressif. Il observait les gens avec de grands yeux verts, puis s'en allait tranquillement. Pourtant, chaque fois qu'un témoin tentait de décrire le chat, un sentiment de doute s'installait. Certains affirmaient qu'il était gris. D'autres qu'il était noir. D'autres encore qu'il était tigré. Aucun ne pouvait affirmer clairement ce qu'ils avaient vu. La fondation fut alertée lorsque les récits devinrent incohérents. Une femme affirma que le chat avait ouvert ses ailes et s'était envolé. Lorsqu'on lui demanda de préciser, elle expliqua que ces ailes n'existaient probablement pas. Quelques minutes plus tard, elle changea de version en disant qu'elle avait sans doute rêvé. Pourtant son regard restait hanté. Elle répétait qu'elle avait entendu un souffle chaud derrière elle, comme celui d'un animal gigantesque. Lorsque les chercheurs tentèrent de capturer l'animal, ils découvrirent une anomalie linguistique profonde. Tout mot utilisé pour décrire l'entité modifiait légèrement sa nature réelle. Quand un agent le qualifia de chat errant, l'animal resta discret et fuyait tout contact.
Lorsque l'un des scientifiques mentionna qu'il pourrait s'agir d'un oiseau rare, l'entité apparut quelques secondes plus tard perchée sur une gouttière en adoptant une posture étrange, presque aviaire, avec le regard fixe d'un rapace. Le phénomène fut confirmé lorsque l'équipe décida de mener un test volontairement absurde. Un chercheur, légèrement amusé, déclara que le chat ressemblait à un dragon miniature. Quelques heures plus tard, la caméra d'un drone détecta l'animal sur un toit. Il possédait toujours la taille d'un chat mais sa silhouette semblait entourée d'un halo de chaleur. La vidéo montrait brièvement des formes allongées dans son dos, comme deux structures membraneuses repliées. L'image se déforma légèrement au moment où le chat tourna la tête vers l'objectif, puis la caméra s'éteignit instantanément. Plus tard, l'animal fut observé à l'intérieur d'un entrepôt vide. Cette fois, il paraissait beaucoup plus imposant. Les murs conservaient les traces brûlées d'une chaleur intense. Au centre de la pièce, le chat était assis calmement, sa queue enroulée autour de ses pattes. Lorsqu'un agent tenta d'entrer, l'air devint suffocant. L'agent recula d'instinct. Une seconde plus tard, l'atmosphère redevint normale et l'animal disparut dans un petit trou du mur. L'analyse du comportement de l'entité révéla qu'elle n'adoptait pas seulement la forme suggérée par la parole humaine. Elle semblait adopter ce que les mots impliquaient. Lorsqu'on l'appelait chat, elle se comportait comme un félin classique et laissait entendre un ronronnement discret. Lorsqu'un chercheur mal informé fit passer l'idée qu'il pourrait s'agir d'un reptile mythologique, l'animal se mit à produire une respiration grave qui résonnait dans les murs. La situation devint plus dangereuse lorsqu'un agent inexpérimenté, agacé par les tests, plaisanta en disant que le chat pourrait être une créature ancestrale capable de réduire un bâtiment en cendres. À partir de ce moment, l'entité disparut pendant 2 jours. Lorsqu'elle réapparut, la caméra thermique montra une masse d'énergie colossale qui se déplaçait dans les couloirs du site. Les alarmes anti-incendie s'enclenchèrent alors qu'il n'y avait aucune flamme visible. Les portes métalliques devinrent brûlantes. Des grilles de ventilation furent déformées comme si quelque chose d'énorme avait frôlé leur surface. Pourtant, au centre de ce chaos, les agents aperçurent le chat. Il marchait calmement, les yeux mi-clos, comme si rien d'anormal ne se produisait. À son passage, les murs vibraient légèrement. Une fois qu'il quitta la zone, la température redescendit. Tout revint à la normale. L'entité avait pris au sérieux une phrase prononcée à la légère. Les chercheurs en conclurent que la seule façon de limiter les transformations était d'imposer un discours simple et uniforme autour de l'entité. Aujourd'hui, dans son espace de confinement, les employés reçoivent l'ordre strict de le décrire uniquement comme un chat calme et ordinaire. Lorsqu'ils entrent dans la salle, on leur demande de parler doucement et de ne jamais évoquer de créatures imaginaires ou de bêtes puissantes. Les tests montrent que tant qu'on le décrit ainsi, l'animal reste docile et minuscule. SCP-1678, un Londres souterrain. La première exploration fut lancée après qu'un tunnel de maintenance s'effondra sous la ville. Derrière les gravats, les équipes découvrirent un escalier antique qui descendait bien plus profondément que ne l'aurait permis l'infrastructure moderne. L'air devenait plus froid à mesure que les agents s'enfonçaient, et un écho sourd résonnait dans les parois comme si un immense espace respirait plus bas. Après plusieurs minutes de descente, l'équipe déboucha dans une vaste rue pavée. Un lampadaire ancien éclairait faiblement une brume épaisse. En levant les yeux, les agents virent un ciel artificiel d'un violet crépusculaire, peint sur un dôme gigantesque. Ce qu'ils avaient sous les yeux ressemblait étrangement à Londres, mais une version figée dans une époque indéterminée. Rien ne semblait vivant, et pourtant la ville entière donnait l'impression d'avoir été habitée jusque récemment. Très vite, l'un des agents remarqua quelque chose d'étrange sur une façade. Un écriteau était frappé de mots menaçants qui ne correspondaient à aucune langue connue. Un peu plus loin, une affiche portait la mention d'un ordre public édicté par une figure appelée Son Excellence. Les rues semblaient surveillées. Certains lampadaires étaient inclinés comme s'ils avaient été déplacés à la hâte. Pour des raisons inconnues, toutes les fenêtres des bâtiments étaient opaques, comme si un film noir avait été collé de l'intérieur. Les agents avancèrent prudemment, leurs pas résonnant sur les pavés humides. Ils pensaient être seuls jusqu'à ce qu'un claquement métallique retentisse au coin d'une ruelle.
une silhouette apparut. Elle portait un uniforme de police d'un style ancien, mais son corps était déformé. Les proportions étaient humaines seulement en apparence. Son visage était un masque figé dans une expression neutre. Les bras étaient trop longs et les articulations se mouvraient avec des gestes mécaniques. La créature marcha d'un pas irrégulier et émit une sorte de murmure étouffé. Lorsqu'elle remarqua les agents, elle s'immobilisa. Ses yeux, peints sur son masque, restèrent fixés sur eux. Les agents tentèrent d'établir un contact verbal mais la silhouette poussa un cri strident, un son métallique qui résonna dans toute la rue. D'autres silhouettes émergèrent alors des ruelles environnantes. Elles avançaient avec la même démarche, comme des pantins animés sans savoir comment utiliser leur propre corps. L'équipe ouvrit le feu lorsque les silhouettes commencèrent à courir. Le bruit des balles ricocha contre les murs de la ville souterraine. Lorsqu'une créature fut touchée, elle s'effondra mais son corps se brisa comme celui d'une marionnette creuse. Une sorte de paille compacte remplissait son torse, comme si elle avait été fabriquée plutôt que née. Les autres silhouettes se dispersèrent immédiatement, disparaissant dans la brume avec une vitesse surprenante. Plus tard, des explorations plus profondes révélèrent l'étendue du lieu. Le sol souterrain contenait non pas une rue, mais une réplique complète de Londres, probablement de la taille d'une vraie ville. Des stations de métro abandonnées, des places publiques, des théâtres et même une version déformée de l'abbaye de Westminster s'y trouvaient. Rien n'était vraiment correct. Les proportions étaient parfois erronées. Certaines rues s'arrêtaient brutalement contre un mur. D'autres se répétaient comme si la cité avait été construite par quelqu'un qui n'avait vu Londres qu'à travers des images floues et fragmentées. Le plus inquiétant fut la découverte d'un bâtiment ressemblant à une résidence royale. À l'intérieur, l'équipe trouva des portraits de son Excellence. Le visage n'était jamais représenté clairement. Il était entouré d'un halo de lumière ou de fumée. Des slogans étranges tapissaient les murs. Certains ordonnaient aux citoyens obéissance et silence éternel. D'autres décrivaient des règles de survie face aux créatures surveillant les rues. Dans une salle souterraine adjacente, les chercheurs découvrirent des centaines de mannequins en cours de fabrication. Ils étaient alignés parfaitement, leurs visages encore lisses avant d'être sculptés. Un son mécanique résonnait dans l'espace. Des chaînes montaient des pièces de bois et de métal qui s'assemblaient toutes seules dans une machinerie automatisée et inhumaine. La ville semblait produire ses propres habitants. Plus l'équipe avançait, plus la présence de son Excellence se faisait sentir. Des haut-parleurs grésillants diffusaient parfois un message incompréhensible. On aurait dit une assemblée parlementaire déformée par un écho infini. Les agents rapportèrent aussi avoir entendu une respiration lente résonner à travers les murs du dôme. Comme si quelque chose d'immense vivait au-dessus d'eux. La décision fut prise d'évacuer après un incident majeur. Une procession de silhouettes, probablement des gardiens, fut observée dans une avenue principale. Elle marchait en file serré en tenant des objets semblables à des lanternes dont la lumière semblait absorber celle des lampadaires. Lorsqu'elles virent les agents, elles commencèrent à courir avec une vitesse impossible et leur cri mécanique résonna comme une alarme. Les équipes se replièrent vers le tunnel d'accès, poursuivies par une vague de silhouettes déformées qui semblaient se multiplier. Une fois hors de la ville, le tunnel fut scellé. Les dernières secondes de la caméra montraient les silhouettes s'arrêter net sur la limite de la zone, comme si elles n'avaient pas le droit de monter plus haut. Elles restèrent là, immobiles, fixant la sortie scellée, comme des sentinelles abandonnées qui attendaient le retour de ceux qui avaient osé pénétrer dans leur Londres imparfait. SCP-2845, le cerf-gazelle. L'entité fut d'abord observée au milieu d'un paysage enneigé dans les montagnes du Colorado. Des témoins avaient signalé une créature semblable à un cerf d'une taille inhabituelle. Sa silhouette dégageait une lumière verte pulsante, faible mais suffisamment étrange pour attirer l'attention. À l'arrivée des premières équipes, le sol autour de l'animal formait un cercle parfait de neige fondue, comme si la créature rayonnait une chaleur invisible malgré la température glaciale. Lorsqu'un agent tenta de s'approcher, l'animal tourna la tête vers lui. Ses yeux émettaient une lueur fluorescente. Un instant plus tard,
un rayon de lumière verte traversa l'air et frappa un sapin qui se désintégra en une pluie de cendres. Il ne resta même pas un morceau de bois intact. Les agents comprirent qu'ils avaient affaire à une entité dont les capacités dépassaient tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'animal se déplaçait avec une grâce presque irréelle. Chaque fois qu'il touchait le sol, un motif circulaire apparaissait brièvement sous ses sabots, comme une rune dessinée dans la neige. Les chercheurs observèrent qu'il semblait suivre un trajet précis, comme s'il accomplissait un rituel invisible en avançant. Lorsqu'il atteignit la crête d'une colline, son corps se redressa légèrement. Une sorte d'aura tourbillonna autour de lui et de petites sphères lumineuses se formèrent avant de s'élever vers le ciel. À peine eurent-elles disparu que la créature reprit sa marche sans accorder la moindre attention aux humains cachés derrière les rochers. La capture fut un échec total. Toute tentative d'approche directe déclenchait une réponse instantanée de l'entité. Un agent fut transformé en une statue de sel en moins d'une seconde lorsque la créature leva brusquement la tête dans sa direction. Une autre fois, un véhicule blindé fut réduit à un amas de métal tordu, non pas par une explosion mais par une force écrasante qui se manifesta autour de lui comme une bulle invisible. L'entité ne semblait pas hostile par intention. Elle réagissait simplement à toute perturbation comme si elle suivait des règles incompréhensibles. Lorsque l'équipe scientifique finit par analyser le comportement de la créature, elle découvrit que chaque jour, à la même heure, elle accomplissait un cycle de rituels stricts. Elle se rendait dans 6 points différents d'un périmètre circulaire qu'elle semblait avoir défini elle-même. À chaque emplacement, elle exécutait une série de gestes précis. Parfois elle posait ses sabots dans une configuration géométrique parfaite. D'autres fois elle levait la tête vers le ciel et produisait un son grave qui faisait vibrer l'air. Il arrivait aussi qu'elle se mette à tourner lentement sur elle-même, entourée d'une brume verte qui montait en spirale. Quand la créature fut enfin confinée grâce à un protocole extrêmement complexe, les équipes réalisèrent à quel point elle était systématique. Chaque rituel devait être exécuté à la seconde près. Toute interruption provoquait une réaction disproportionnée. Lorsqu'un chercheur fit une erreur infime dans l'ordre des gestes, l'entité entra dans un état d'agitation silencieuse. Les lumières du site se mirent à vaciller. La température chuta brutalement. Pendant quelques minutes, toutes les communications radio furent brouillées. Il fallut exécuter à nouveau la séquence correcte pour apaiser la créature. Un jour, l'un des agents qui participait régulièrement au rituel affirma avoir eu un moment de lucidité étrange. Alors qu'il suivait les étapes, il déclara avoir senti une conscience immense l'observer depuis l'intérieur de l'entité. Une intelligence qui ne ressemblait en rien à un esprit humain. Il expliqua que le rituel n'était pas une contrainte pour la créature. C'était une manière pour elle de maintenir quelque chose en équilibre. Quelque chose de colossal, peut-être cosmique, que personne n'était capable de percevoir. Malgré les années de confinement, personne n'a jamais compris l'origine de la créature. Certains pensent qu'elle vient d'un monde où les lois de la physique sont fondées sur les rituels et les symboles plutôt que sur les forces naturelles. D'autres croient qu'elle est un gardien dont les actions empêchent un événement catastrophique de se produire. Le plus inquiétant est que le cycle ne doit jamais être interrompu. Chaque jour, les équipes répètent la même séquence parfaite en imitant la danse de l'entité. Personne ne sait ce qui se passerait si un seul rituel était omis. Les chercheurs ne veulent pas l'apprendre. Les sabots du cerf gazelle tracent encore chaque jour les mêmes motifs lumineux sur le sol. Et dans le silence qui suit toujours le dernier rite, on ressent une pression dans l'air. Une impression que quelque chose de gigantesque attend de l'autre côté. SCP-105, Iris. Elle s'appelait Iris Thompson. Lorsque la Fondation la rencontra pour la première fois, elle n'était qu'une jeune femme ordinaire, calme, réservée, presque timide. Rien dans son comportement ne laissait deviner qu'elle possédait une capacité que les chercheurs auraient longtemps cru impossible. Elle pouvait interagir physiquement avec les objets contenus dans une photographie. Un simple cliché devenait pour elle une fenêtre tangible vers un autre lieu. Tout commença après un incident domestique anodin. Iris avait pris en photo sa chambre pour tester un nouvel appareil. Sur l'image, on voyait son lit, une lampe, une pile de livres, rien de particulier.
Elle observa la photo quelques secondes avant de remarquer un détail étrange. La lampe semblait légèrement déplacée. Comme si elle avait été bousculée dans la réalité. Elle leva la tête et constata que la lampe se trouvait exactement à la même place où elle l'avait laissée. Pourtant, sur l'image, elle penchait différemment. Intriguée, elle toucha la photographie avec le bout du doigt. La lampe photographiée se redressa aussitôt, reprenant la position qu'elle avait dans la chambre réelle. Mais dans la chambre réelle, rien ne bougea. Iris était confuse. Elle recommença, cette fois en saisissant la lampe visible sur l'image. Sa main entra littéralement dans la photo comme si la surface en papier n'avait aucune solidité. Elle sentit le contact froid du métal. Elle déplaça l'objet d'un geste hésitant. Lorsqu'elle retira sa main, la lampe photographiée avait changé de place. Quelques heures plus tard, dans la chambre réelle, la lampe était soudain tombée au sol comme si quelqu'un l'avait poussée. Le décalage temporel n'était pas immédiat mais les changements dans la photo finissaient toujours par se manifester ailleurs. Iris comprit vite qu'elle ne contrôlait pas une image. Elle influençait la réalité par son reflet immobile. La Fondation prit connaissance de son existence après un incident plus grave. Iris avait essayé de retirer un livre visible sur une photographie prise dans la bibliothèque municipale. Le livre glissa dans la photo et disparut dans sa main. Le lendemain, le livre manquait réellement de la bibliothèque. La sécurité découvrit alors Iris, paniquée, tenant l'objet sans comprendre ce qu'elle avait vraiment fait. Pendant les premiers tests menés par les chercheurs, Iris fut invitée à interagir avec différentes photographies. On lui montra une image d'une salle vide. Elle toucha la poignée de la porte photographiée. Une seconde plus tard, les capteurs installés dans la vraie salle enregistrèrent un mouvement. La poignée se mit à trembler avant de tourner doucement. On lui montra ensuite une image d'un tiroir fermé. Iris posa sa main sur la photo et tira légèrement. Dans la vraie salle, le tiroir s'ouvrit lentement alors qu'il n'y avait personne à proximité. Certains tests montrèrent que la distance n'avait aucune importance. Une photographie prise à des centaines de kilomètres permettait à Iris d'agir comme si elle se trouvait physiquement sur place. C'était comme si sa conscience s'étendait à travers l'image, reliant deux endroits par un chemin invisible. Lors d'une expérience particulièrement délicate, on lui présenta une photo d'une salle de confinement contenant un objet dangereux. Les chercheurs voulurent savoir s'il était possible de manipuler un élément situé dans un environnement sécurisé. Iris hésita mais accepta. Lorsqu'elle étendit la main vers la photo, elle sentit l'air de la salle sur ses doigts. Elle toucha un simple stylo posé sur une table et le fit rouler. Dans la vraie salle, les caméras montrèrent le stylo se déplacer tout seul. Cependant, certaines interactions produisirent des effets imprévus. Lorsque la lumière d'une pièce photographiée changeait, Iris déclarait ressentir des variations de température sur sa peau. Lorsqu'un bruit se produisait dans la pièce réelle, elle l'entendait parfois à travers l'image, comme un écho lointain. Son lien avec les photographies semblait parfois dépasser la simple interaction physique. Il ressemblait davantage à une immersion partielle dans un autre espace. Le phénomène devint inquiétant lorsqu'Iris raconta avoir vu quelque chose dans une vieille photo qui ne devrait pas s'y trouver. Il s'agissait d'une image d'un appartement abandonné que la Fondation utilisait pour les tests. À un moment, Iris retira brusquement sa main et laissa tomber la photo. Elle affirma qu'une silhouette se trouvait dans la pièce sur l'image alors que personne n'y était allé depuis des jours. La caméra réelle ne montrait rien. Pourtant Iris était convaincue que quelque chose l'avait observée à travers la photo. Depuis, les chercheurs prennent des précautions supplémentaires lorsqu'ils choisissent les images à lui présenter. Ils savent qu'un simple cliché peut cacher des détails invisibles pour eux mais pas pour Iris. Et ils craignent ce qu'elle pourrait rencontrer un jour en tendant la main à travers une image qui ne conduit pas à un lieu aussi vide qu'il en a l'air. Quand on lui demande si elle a peur de sa capacité, Iris répond toujours la même chose. Elle n'a pas peur des images. Mais elle craint ce qui pourrait tendre la main en retour. SCP-280, les ombres noires.
La première apparition documentée de l'entité se produisit dans un petit village rural après une série de disparitions nocturnes. Les habitants parlaient d'une créature immense, entièrement noire, qui se fondait dans les ténèbres. Aucun témoin ne l'avait vue clairement. Ils décrivaient seulement 2 yeux blancs brillants dans la nuit, immobiles et fixés sur eux comme des trous creusés dans l'obscurité. Lorsque la fondation arriva, elle trouva des traces étranges dans les rues. Les murs portaient de longues marques semblables à des griffures, sauf qu'elles ne semblaient pas avoir été faites par un animal. On aurait dit que la matière elle-même avait été arrachée. Dans certaines maisons, les coins des pièces étaient noircis comme si une ombre très dense avait imprégné les murs. Les témoins affirmaient que la créature se déplaçait toujours dans les zones sombres, jamais en pleine lumière, et qu'elle apparaissait dès que quelqu'un se retrouvait seul dans un endroit peu éclairé. La première rencontre directe eut lieu dans un entrepôt abandonné. Les agents utilisèrent des caméras thermiques pour repérer une source de chaleur, mais le capteur restait complètement noir. Aucun signal. Pourtant, l'un des agents sentit soudain une pression sur son épaule comme si une main invisible l'avait saisi. Il se retourna brusquement mais tout ce qu'il vit fut une masse noire qui se détachait à peine de l'ombre derrière lui. L'entité bondit. Le mouvement fut si rapide que les caméras ne captèrent qu'un flou sombre. L'agent fut projeté contre un mur avec force. Avant qu'il ne puisse réagir, la créature se tenait au-dessus de lui. Ses yeux blancs furent la seule chose visible. Il semblait flotter dans l'air. L'agent cria mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il était paralysé, incapable de parler ou de bouger. Ce fut seulement lorsque les autres agents activèrent plusieurs projecteurs que la créature recula d'un mouvement brusque et se replia dans un coin sombre où elle disparut instantanément. Après cet incident, les chercheurs comprirent que la lumière était la seule protection fiable. Cependant, même en pleine lumière, l'entité devenait parfois visible comme une silhouette vague qui semblait observer les agents depuis la frontière des ombres. Elle ne se manifestait jamais entièrement. Son corps paraissait presque liquide, comme si la noirceur coulait autour d'elle sans se soumettre à la gravité. Lorsqu'elle se mouvait, elle produisait un bruit très léger, un froissement doux qui évoquait une respiration lente. Les tests menés en confinement montrèrent que la créature agissait surtout par instinct. Elle attaquait tout être vivant isolé dans un espace sombre. Lorsqu'elle détectait une lumière directe, elle hésitait mais ne fuyait pas toujours. Parfois, elle restait simplement immobile, comme si elle attendait que la lumière s'éteigne. Les chercheurs observèrent également qu'elle semblait se nourrir de quelque chose que personne ne pouvait définir. Les victimes n'étaient pas mutilées. Elles n'étaient pas dévorées. Elles étaient trouvées inanimées, le visage marqué d'une expression de terreur extrême, comme si quelque chose avait aspiré leur volonté de vivre. Lors d'un test particulièrement risqué, un agent volontaire resta seul dans une salle plongée dans l'obscurité totale. Des capteurs audio étaient placés tout autour. Pendant plusieurs minutes, on n'enregistra rien. Puis un son se fit entendre. C'était comme un souffle lent qui montait et descendait. L'agent déclara qu'il voyait 2 points blancs flotter devant lui. Il tenta de se lever mais ses muscles refusèrent d'obéir. Lorsqu'il essaya de parler, aucun son ne sortit. La créature approchait, silencieuse. Au moment où elle semblait prête à l'atteindre, les lumières d'urgence s'allumèrent brusquement. Le visage de l'entité devint visible une fraction de seconde. Ce n'était pas un visage humain. C'était comme un masque informe sculpté dans l'ombre. Un instant plus tard, elle disparut entièrement, comme si la lumière avait brûlé sa présence. Depuis cet événement, les équipes ont remarqué que l'entité devient plus violente lorsqu'on parle d'elle en sa présence. Comme si elle comprenait. Certains agents racontent qu'ils sentent parfois une présence derrière eux dans les longs couloirs du site lorsque les lumières vacillent. Une impression froide qui se retire dès qu'ils tournent la tête. SCP-280 n'est jamais vraiment capturée. Elle ne reste confinée que parce que la lumière la repousse, mais elle attend toujours dans les coins les plus sombres. Elle observe. Elle respire. Et dès que les projecteurs s'éteignent, ses yeux blancs apparaissent. Ils apparaissent toujours avant le premier cri qui ne sort jamais de la gorge de ses victimes.
SCP-747, les enfants fantômes. Le manoir se dressait au fond d'une impasse bordée d'arbres tordus. Il était abandonné depuis des décennies mais son intérieur semblait comme figé dans le temps. Les meubles étaient poussiéreux, les rideaux déchirés et les murs portaient encore les traces de dessins enfantins. Pourtant, malgré l'absence apparente de vie, on entendait parfois des rires étouffés provenant des couloirs. Les habitants du quartier évitaient le lieu, convaincus qu'il était hanté. Lors de la première exploration, les agents de la fondation entendirent des bruits légers, des pas rapides et de petits chuchotements. Chaque fois qu'ils allumaient une lampe, les bruits s'évanouissaient. Mais dès qu'ils laissaient une pièce dans la pénombre, un souffle ou un froissement de tissu réapparaissait derrière eux. Ils finirent par localiser une chambre décorée avec des jouets anciens, des poupées de porcelaine et des petites figurines en bois. Sur un tapis élimé, une maison de poupées tenait une place centrale. Elle était minutieusement construite, presque trop réaliste. Quand un agent s'approcha, il sentit un courant d'air froid. Il observa la maison et remarqua que certaines poupées positionnées à l'intérieur semblaient différentes. Leur visage exprimait une peur palpable. Elles regardaient toutes dans la même direction. Comme si elles attendaient quelqu'un. Ou quelque chose. Lorsqu'un agent toucha l'une des poupées, il eut l'impression d'entendre un murmure dans sa tête. Une voix d'enfant faible et tremblante. Elle disait qu'ils étaient coincés. Qu'ils ne pouvaient pas partir. L'agent lâcha la poupée, surpris par la clarté du message. Les autres chercheurs initialement sceptiques durent admettre que la pièce semblait pleine de présences invisibles. Pendant les heures suivantes, des phénomènes se multiplièrent. Une balle roula toute seule au milieu de la pièce. Une petite chaise bascula comme si quelqu'un venait de se lever brusquement. Une corde à sauter se mit à vibrer. Les caméras captèrent des ombres très petites, de la taille d'enfants, se déplaçant rapidement. Une silhouette fut vue en train de passer devant une porte entr'ouverte avant de disparaître. Un test fut mené avec une caméra thermique. À travers la lentille, on vit soudain 4 formes. Elles avaient la taille de jeunes enfants et leurs silhouettes semblaient floues et tremblantes. Elles restaient groupées autour de la maison de poupée comme si elles la protégeaient. Lorsqu'un agent avança, une des formes s'approcha de lui. La température autour de lui chuta instantanément. Il déclara sentir une petite main lui toucher la manche. Les chercheurs finirent par comprendre que les enfants n'étaient pas agressifs. Ils étaient effrayés. Ils cherchaient protection. Lorsqu'on examina la maison de poupée plus attentivement, un élément attira l'attention. Dans l'une des petites pièces miniatures ressemblant à un grenier, un objet minuscule était posé dans un coin. Un petit cube sculpté. L'agent qui l'examina eut immédiatement une vision fugitive. Il vit des enfants courir dans le manoir, poursuivis par une présence sombre. Il sentit une terreur intense, presque paralysante. Quand il reprit ses esprits, il déclara que le cube était une sorte de cage. Une cage miniature qui semblait retenir quelque chose de dangereux. Lors d'une nuit d'observation, les événements atteignirent un sommet terrifiant. Les ombres d'enfants se regroupèrent autour de la maison de poupée en formant un cercle serré. Les lumières du manoir vacillèrent. Un grondement sourd se fit entendre, montant du sol. Une silhouette beaucoup plus grande et plus sombre se dessina derrière les enfants. Sa forme était informe, presque liquide, avec des bras disproportionnés qui effleuraient les murs. Les enfants reculèrent en se blottissant les uns contre les autres. La grande ombre avança vers eux. Un agent, pris de panique, alluma une lampe très puissante en direction de la silhouette imposante. La créature se rétracta immédiatement comme si la lumière la brûlait. Elle se dissipa en un nuage d'obscurité qui se dispersa dans les coins de la pièce. Les ombres enfantines disparurent aussi, mais sans agitation. Elles semblaient simplement soulagées. Depuis ce jour, les analyses se concentrent sur la maison de poupée. Les enfants fantômes semblent y revenir sans cesse. Ils y entrent comme s'ils s'y cachaient. Les caméras montrent parfois de petites formes traversant les murs miniatures ou bougeant les rideaux minuscules. On pense qu'ils sont liés à l'objet d'une manière qu'on ne comprend pas encore. Certains chercheurs croient que leur âme est prisonnière de cette maison.
D'autres pensent qu'il se protège simplement de la grande ombre qui les poursuit encore. Ce qui est certain, c'est que les enfants attendent quelque chose. Peut-être la libération. Peut-être un gardien. Ils restent silencieux, cachés dans les pièces miniatures, et parfois, très rarement, l'un d'eux apparaît dans le couloir et regarde les agents avec des yeux brillants de tristesse. Comme s'il voulait dire merci. Ou aide-moi. SCP-191, l'enfant cyborg. Elle arriva dans les bras d'un agent, enveloppée dans une couverture d'hôpital. À première vue, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une fillette ordinaire d'environ 10 ans. Mais en retirant la couverture, les chercheurs découvrirent ce qu'un groupe anormal avait fait d'elle. Son corps n'était plus entièrement humain. Une partie de son visage était recouverte d'une plaque métallique sombre. Son bras gauche n'avait plus de peau. Il était formé d'un assemblage de câbles et de pistons miniatures. Une structure artificielle respirait dans son dos comme un poumon mécanique. Elle ne parlait pas. Ses yeux semblaient sans expression mais ils suivaient chaque mouvement autour d'elle avec une précision presque chirurgicale. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la colère. C'était une absence totale d'émotion, comme si le concept même lui avait été retiré. La première preuve que la petite fille était encore consciente survint lorsque l'un des médecins se pencha vers elle pour examiner son bras mécanique. Elle recula d'un geste rapide, presque automatique. Le bruit de ses articulations métalliques résonna dans la pièce. Elle pressa sa main humaine contre sa poitrine et sembla trembler légèrement. Il y avait encore une partie d'elle qui ressentait le monde. Les analyses montrèrent que ces implants étaient d'une technologie inconnue. Certains circuits semblaient bio-organiques. D'autres étaient si petits que les outils standards ne pouvaient même pas les manipuler. Les systèmes étaient connectés à son système nerveux d'une manière tellement intrusive qu'une extraction complète aurait signifié sa mort. Le groupe qui l'avait modifié l'avait transformé méthodiquement, morceau par morceau, sans jamais lui permettre de guérir entre les opérations. Les premiers jours, elle restait immobile sur son lit. Son regard se fixait sur un point invisible, comme si une image continuait de tourner dans sa tête. Lorsqu'on lui posait des questions simples, elle ne répondait pas. Elle ne bougeait pas. Mais si un appareil électrique était activé à proximité, elle tournait immédiatement la tête vers lui, attentive. Elle semblait écouter les machines comme si elle parlait un langage qu'elle seule comprenait. Un soir, un agent resta dans sa chambre pour l'observer. Il nota que lorsqu'elle croyait être seule, elle touchait doucement son bras mécanique avec sa main intacte. Elle glissait ses doigts sur les câbles, hésitante, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle était devenue. Elle émit un petit son, à mi-chemin entre un souffle et un gémissement. C'était la première preuve qu'elle était encore capable de ressentir quelque chose. Lorsqu'un test fut organisé pour déterminer l'étendue de ses capacités, elle fut placée dans une salle d'observation équipée de plusieurs appareils électroniques. Dès qu'elle entra, sa respiration s'accéléra. Les machines se mirent à émettre des signaux irréguliers. Les lumières clignotèrent. Les écrans affichèrent des lignes de code incohérentes. Elle semblait absorber les signaux autour d'elle, comme si son corps réagissait instinctivement au courant électrique. Puis elle leva sa main mécanique. Les machines se calmèrent aussitôt. Les appareils se synchronisèrent, comme s'ils reconnaissaient une autorité. L'équipe resta silencieuse. Personne ne savait si elle contrôlait les machines ou si elle la contrôlait elle. Un jour, alors qu'un technicien vérifiait la fonction d'un de ses implants, la fillette posa doucement sa main humaine sur la sienne. C'était la première fois qu'elle touchait volontairement quelqu'un. Le technicien s'immobilisa. Elle leva les yeux vers lui. Un œil humain. Un œil artificiel. Le technicien déclara plus tard qu'il avait senti une détresse profonde dans ce regard. Une demande muette. Une supplication silencieuse. Ce moment changea la façon dont l'équipe la traita. Ils cessèrent de la considérer uniquement comme une anomalie. Ils commencèrent à lui parler comme à une enfant. Ils lui montrèrent des images douces. Des paysages. Des animaux.
Des chansons simples. Elle réagissait faiblement mais réagissait tout de même. Sa respiration devenait plus régulière. Sa posture moins rigide. Cependant, sa part mécanique continuait de dominer certains moments. Une nuit, une panne d'électricité survint dans son secteur. Les caméras thermiques captèrent une activité inhabituelle. L'enfant se leva. Ses implants se mirent à briller d'une lueur bleue. Une impulsion traversa tout le couloir. Les lumières se rallumèrent alors que les générateurs n'avaient toujours pas été réactivés. Les portes automatiques s'ouvrirent toutes en même temps, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur invisible. Le lendemain, elle ne semblait pas se souvenir de ce qui s'était passé. Aujourd'hui, elle vit dans une cellule aménagée comme une petite chambre d'enfant. Elle ne parle toujours pas. Mais parfois, quand un chercheur s'assoit avec elle, elle pose doucement sa main humaine sur la sienne. Et lorsqu'on éteint la lumière, son œil artificiel brille faiblement, comme une étoile solitaire dans un ciel trop sombre. À travers ce regard métallique, on comprend qu'elle ne demande qu'une seule chose. Qu'on ne l'abandonne pas. SCP-811, la Dame des Marais. On la trouva dans un marécage profond, là où les arbres sont tordus par l'humidité et où la boue engloutit tout ce qui reste immobile trop longtemps. Les habitants du village le plus proche parlaient d'une femme étrange qui errait entre les roseaux. Ils la décrivaient comme pâle, maigre, silencieuse. Certains affirmaient l'avoir vue ramper dans les eaux sombres comme si elle y appartenait. On envoyait rarement des équipes dans des lieux aussi instables mais les rumeurs persistantes finirent par attirer la Fondation. Lors de la première observation, les agents remarquèrent une silhouette accroupie au bord d'une étendue d'eau stagnante. À mesure qu'ils approchaient, ils comprirent que ce n'était pas une femme ordinaire. Sa peau avait une teinte verdâtre, presque translucide. Ses yeux étaient grands, sombres et humides. Ses membres semblaient trop longs, trop souples. Lorsqu'elle tourna la tête vers les agents, sa colonne vertébrale produisit un craquement humide. Elle ne tenta pas de fuir. Elle les observait calmement, la moitié de son corps encore plongé dans la boue. Une odeur forte émanait d'elle, un mélange de plantes pourries et d'eau stagnante. À peine un agent fit un pas vers elle qu'elle glissa dans l'eau d'un mouvement rapide et silencieux. Elle ne nageait pas. Elle se déplaçait comme si l'eau la portait naturellement, sans nécessiter le moindre effort. La capture fut compliquée. Dès qu'elle se sentait menacée, son corps produisait une substance visqueuse qui brûlait la peau des agents. Lors d'un affrontement, elle saisit l'un d'eux avec une force surprenante. Sa main laissa une empreinte sombre sur son poignet. Quelques heures plus tard, la zone touchée se mit à gonfler et à s'infecter malgré les traitements. La créature semblait porteuse d'une forme de toxicité biologique inconnue. Une fois en confinement, les tests révélèrent que son organisme fonctionnait différemment de celui d'un être humain. Sa peau absorbait l'humidité. Ses poumons pouvaient respirer autant l'air que l'eau. Son sang contenait des particules végétales en suspension, comme si son corps avait emprunté des caractéristiques au marécage lui-même. Elle se nourrissait uniquement de viande crue mais semblait préférer les proies vivantes. Lorsqu'on lui apportait un morceau de viande, elle le saisissait avec une lenteur presque cérémonielle, puis l'avalait sans mâcher. Pourtant, malgré son apparence inquiétante, elle ne montrait aucune agressivité spontanée. Elle observait les chercheurs avec une curiosité silencieuse. Parfois, elle imitait leurs mouvements d'une manière maladroite mais fascinante. Quand un chercheur leva la main pour la saluer, elle leva la main à son tour, mais ses doigts se courbèrent avec une flexibilité inhumaine, comme des algues poussées par un courant invisible. Les premiers signes d'intelligence consciente apparurent lorsqu'elle commença à utiliser les objets qu'on laissait dans sa cellule. Elle aimait particulièrement un petit miroir incassable. Elle le prenait délicatement et passait de longues minutes à observer son propre visage. Parfois, elle touchait son reflet du bout des doigts avec une sorte d'incompréhension triste. On se demanda alors si elle savait ce qu'elle était devenue. Si quelque chose d'humain survivait encore en elle. Un incident survenu quelques semaines plus tard révéla une facette plus sombre de son comportement. Un chercheur entra seul dans sa cellule pour récupérer un échantillon d'eau.
La créature s'approcha silencieusement derrière lui. Lorsqu'il se redressa, elle se tenait à quelques centimètres de lui, ses yeux plongés dans les siens. Il sentit une odeur nauséabonde. Elle leva lentement la main et la posa contre sa joue. Sa peau le brûla instantanément. Il recula en trébuchant. La créature ne le poursuivit pas. Elle resta simplement immobile, sa main stillante, comme si elle regrettait le geste. À partir de ce jour, elle sembla plus calme, presque docile. Elle restait souvent assise dans un coin, les genoux contre sa poitrine, se balançant doucement comme un enfant effrayé. Lorsque des chercheurs lui parlaient d'une voix douce, elle émettait parfois un petit son, semblable à un souffle ou à un gargouillis hésitant. On pensa un moment qu'elle tentait de communiquer. Une découverte particulièrement troublante fut faite en analysant les restes biologiques trouvés près de son lieu d'origine. Les ADN identifiés correspondaient à celui d'une femme disparue depuis plusieurs années. Une femme humaine. Son corps avait été retrouvé partiellement dissous dans les marécages. On commença alors à se demander si la créature était née ainsi ou si elle avait été transformée par les forces obscures du marécage. Aujourd'hui, SCP-811 vit dans un environnement humide spécialement aménagé. Elle passe de longues heures immobile dans un bassin, les yeux juste au-dessus de la surface. Parfois, elle s'approche du verre qui la sépare des visiteurs et pose sa main contre celui-ci. Les chercheurs se demandent toujours ce que signifie ce geste. Une salutation. Une demande. Une plainte. Elle ne parle jamais. Mais dans son regard silencieux, on lit une chose très claire. Elle se souvient d'avoir été humaine. SCP-1057, le requin invisible. L'incident initial se produisit sur une plage très fréquentée. Un groupe de touristes observait la mer quand soudain l'eau devant eux se mit à bouillonner. Une forme gigantesque traversa la surface à une vitesse incroyable. Mais il n'y avait rien à voir. Pas de silhouette. Pas d'aile. Pas de nageoire. Juste des vagues déformées par quelque chose d'invisible. Quelques secondes plus tard, un cri éclata. Un nageur fut projeté hors de l'eau, son torse marqué de lacérations nettes. Il affirma qu'un animal immense venait de le heurter. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait vu, il répondit qu'il n'y avait rien. Juste de l'eau. La Fondation fut alertée lorsque plusieurs incidents similaires eurent lieu. Des bateaux de pêche semblaient percutés par une masse gigantesque. Les coques tremblaient. Les filets se déchiraient. Parfois, on voyait une forme se déplacer sous l'eau uniquement par les perturbations qu'elle provoquait. Comme si une créature invisible se frayait un chemin dans l'océan. Lors de la première tentative de capture, un sonar expérimental fut déployé. Il révéla une signature incroyablement nette. Une silhouette ovale, massive, avec une nageoire caudale battant l'eau à une vitesse impossible. La forme était celle d'un grand requin blanc de taille colossale. Mais la surface de l'eau restait parfaitement transparente. Il n'y avait aucune créature visible. Pourtant, la vibration du sonar était indiscutable. Quelque chose nageait là, immense, puissant, et totalement invisible. L'équipe tenta de piéger le phénomène en utilisant une cage renforcée attachée à une plateforme flottante. Dès que la structure fut descendue dans l'eau, les chaînes se tendirent brusquement. L'eau se souleva. La cage se mit à vibrer comme si un animal en frappait les barreaux avec une force démesurée. Les capteurs montrèrent une silhouette indistincte qui tournait autour de la cage puis entrait à l'intérieur d'un mouvement rapide. Mais visuellement, la cage paraissait vide. Soudain, les barres de métal se plièrent vers l'intérieur. Les câbles se rompirent. La plateforme fut arrachée de ses fixations et bascula. Les agents durent couper l'opération. L'animal invisible venait de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Une fois en confinement, grâce à un bassin spécialement conçu et à une série d'appâts sonores, les chercheurs purent enfin étudier le comportement de la créature. Elle réagissait comme un requin classique. Elle tournait autour de sa proie. Elle accélérant brusquement pour frapper. Elle mordait dans le vide avec une puissance telle que l'eau se fendait comme une lame.
On entendait chaque choc, chaque coup de queue, chaque mouvement. Mais aucun corps n'était visible. Lors de tests plus poussés, on constata que la créature déplaçait l'eau autour d'elle comme si elle possédait un volume réel. Lorsqu'elle passait près de la vitre du bassin, on voyait une bosse se former dans l'eau. Une forme ovale. Un creux qui suivait la trajectoire du prédateur invisible. Les bulles se divisaient autour d'elle. L'eau glissait sur une forme tangible. Mais l'œil humain n'en percevait jamais la surface. La dangerosité de l'entité devint évidente lorsqu'un agent s'approcha trop près du bord du bassin. Sans prévenir, la surface explosa. Une vague se forma comme si quelque chose venait de bondir en direction de l'agent. Il fut tiré vers l'eau, non pas par une main, mais par un courant violent provoqué par un mouvement massif. Les autres agents le retinrent de justesse. Derrière lui, dans le bassin, on entendit un claquement sec semblable à une mâchoire qui se referme. Les tests révélèrent que la créature ne voyait pas les humains visuellement. Elle semblait percevoir les vibrations dans l'air et l'eau, peut-être même les champs électriques produits par les corps vivants. Lorsqu'on introduisait un mannequin dans l'eau, elle l'ignorait presque toujours. Mais un cœur humain, même à distance, attirait immédiatement son attention. L'animal frappait alors les vitres avec une violence telle que des fissures profondes se formaient. Un jour, une caméra à haute sensibilité fut installée dans le bassin. Lors d'un mouvement rapide de la créature, la lentille enregistra une image étrange. Pendant une fraction de seconde, un contour pâle, translucide, apparut sur l'écran. Une silhouette parfaitement identifiable. Une gueule ouverte, remplie de dents acérées. Un immense requin blanc, massif, monstrueux, mais comme fait de lumière. Ou comme un souvenir d'un animal disparu. Certains chercheurs pensent que SCP-1057 est le spectre d'un requin. D'autres affirment qu'il s'agit d'une créature d'un univers parallèle dont la matière est en décalage avec la nôtre. Il y a aussi l'hypothèse qu'il soit un prédateur parfaitement vivant mais dont la structure ne reflète pas la lumière. Quoi qu'il en soit, son corps invisible glisse toujours sous la surface du bassin. Il tourne. Il écoute. Il attend. Et chaque fois qu'un humain passe près de l'eau, les capteurs détectent la même chose. Une accélération. Une montée en vitesse. Comme si le requin invisible se préparait à bondir. SCP-136, la marionnette vivante. Tout commença avec une série de disparitions dans une petite ville industrielle. Les victimes étaient toujours les mêmes types de personnes. Des enfants, souvent seuls au crépuscule, qui jouaient dehors ou marchaient sur les trottoirs en revenant de l'école. Les parents parlaient d'une marionnette étrange aperçue près des lieux des disparitions. Une silhouette de bois, immobile, posée contre un mur ou assise sur un banc. Toujours avec le même sourire peint. Toujours dans l'ombre. La police locale ne trouva aucune preuve tangible. Mais un soir, un témoin affirma avoir vu la marionnette bouger. Il déclara qu'elle avait tourné la tête vers lui alors qu'il passait près d'elle. Elle s'était ensuite levée d'un mouvement lent, presque hésitant. Il avait entendu le craquement du bois, puis un bruit de pas léger. Il s'enfuit en criant. Le lendemain, un autre enfant avait disparu. Lorsque la fondation intervint, elle découvrit rapidement que l'objet avait la capacité d'adopter plusieurs formes. Tantôt une poupée grandeur enfant. Tantôt une figurine articulée. Tantôt un mannequin de taille adulte. Toujours avec le même regard fixe et souriant. Les équipes pensaient d'abord qu'il existait plusieurs entités. Mais une analyse approfondie montra qu'il s'agissait du même objet qui changeait simplement de proportion, comme si le bois se remodelait silencieusement. Lors de la première capture, un agent alluma sa lampe de poche en balayant une ruelle sombre. Il découvrit la marionnette debout contre un mur. Sa tête était légèrement penchée. Ses mains articulées pendaient de chaque côté. Son visage peint semblait sourire, mais d'un sourire trop large, trop parfait. L'agent fit quelques pas vers elle. Lorsque la lumière se déplaça, la marionnette changea de position. Elle se tenait désormais quelques centimètres plus proche. Aucun son ne s'était produit. Rien n'indiquait un mouvement.
L'agent s'approcha encore. Et cette fois, la marionnette leva son bras. La capture fut explosive. La marionnette bondit avec une vivacité choquante pour un objet de bois. Ses articulations craquèrent comme des branches sèches. Elle tenta de saisir l'agent par la gorge, mais son bras fut immobilisé par un projectile anesthésiant. La créature se figea instantanément, redevenant un simple jouet inerte. Pourtant, les caméras thermiques montraient un cœur très faible battre dans sa poitrine de bois. Un cœur organique, minuscule, qu'on n'aurait jamais dû trouver là. En confinement, la marionnette adoptait un comportement presque docile tant qu'elle était observée. Elle restait figée, exactement comme un jouet. Mais dès qu'elle se trouvait seule dans une pièce ou dans un couloir, les caméras enregistraient des mouvements rapides et saccadés. Parfois elle se mettait debout. Parfois elle rampait au plafond. Parfois elle demeurait immobile dans un coin, tournée vers une porte comme si elle attendait quelqu'un. Les tests montrèrent que l'entité ne s'animait jamais sous une lumière forte. Mais dans l'obscurité ou un éclairage faible, elle devenait extrêmement active. Les chercheurs découvrirent aussi qu'elle était attirée par les enfants. Lorsqu'on la plaçait dans une salle d'observation contenant un jouet, elle s'en approchait lentement. Si une photographie d'un enfant était déposée sur une table, la marionnette se tournait vers l'image comme si elle cherchait à comprendre ce qu'elle voyait. Un incident marqua profondément le personnel du site. Une chercheuse resta seule quelques minutes dans la pièce où la marionnette était gardée. Les lumières clignotèrent brièvement. Lorsqu'elles se rallumèrent, la marionnette se trouvait juste derrière elle. La tête inclinée, les bras tendus, comme si elle s'apprêtait à l'enlacer. La chercheuse hurla. La marionnette se figea immédiatement. Mais ses doigts étaient entr'ouverts, comme s'ils venaient d'être en mouvement. Les analyses plus poussées révélèrent que l'âme d'un enfant disparu longtemps auparavant semblait attachée à l'objet. Les ondes cérébrales enregistrées autour de la marionnette montraient parfois un schéma faible. Comme une présence qui cherche à s'exprimer. Mais dès qu'on tentait d'établir un contact direct, la marionnette se mettait dans un état hyperactif, ses articulations claquant comme si elles étaient manipulées par une force invisible et incontrôlable. Une nuit, un agent entendit un bruit de bois frottant contre le sol. Il ouvrit la porte de la cellule. La marionnette était au centre de la pièce. Elle tenait un petit objet entre ses doigts. Un dessin. Un dessin fait par un enfant. Un soleil, une maison, deux personnages. L'un d'eux ressemblait vaguement à une petite fille. L'autre était sans visage. L'agent recula lentement et verrouilla la porte. La marionnette resta immobile, serrant le dessin contre sa poitrine de bois. Depuis, elle ne s'est plus montrée agressive. Elle reste souvent assise, les jambes repliées, comme un enfant abandonné qui attend qu'on lui parle. Pourtant, chaque fois que les lumières s'éteignent, elle disparaît de son emplacement. Et le lendemain matin, on la retrouve souvent tournée vers une fenêtre, comme si elle attendait quelqu'un qui ne reviendra jamais. Dans ses gestes de bois et ses silences, on devine une seule vérité. Elle n'a jamais voulu être un monstre. SCP-5 1999, 7 craintes et 7 morts. L'incident commença sans bruit. Il n'y eut ni explosion ni lumière étrange. Juste une sensation partagée par tous ceux qui travaillaient dans le site. Une impression sourde dans la poitrine. Comme si l'air devenait trop lourd. Comme si quelque chose les observait depuis un point caché dans les couloirs. Une vague de malaise collectif qui n'avait aucune cause physique identifiable. Au début, les médecins parlèrent d'anxiété diffuse. Ils ignoraient que le phénomène venait d'une source bien plus profonde et bien plus ancienne. Les premières manifestations concrètes survinrent lorsque plusieurs chercheurs affirmèrent voir des ombres mouvantes dans leur champ de vision. Pas des silhouettes. Pas des fantômes. Simplement des zones où la lumière se courbait, devenant plus sombre comme si elle refusait d'atteindre ces endroits. La Fondation lança un protocole de surveillance. Les caméras enregistreuses captèrent un phénomène énigmatique. À des moments aléatoires, l'image se brouillait puis une seconde d'obscurité totale apparaissait à l'écran. Un blackout sonore et visuel.
Lorsque l'image revenait, le couloir semblait exactement le même. Pourtant, les agents qui y étaient présents juraient qu'ils avaient ressenti un souffle glacé passer derrière eux. Les premières victimes ne moururent pas de blessures physiques. Elles succombaient à une panique silencieuse. Une chercheuse fut retrouvée recroquevillée dans un coin, incapable de parler. Ses pupilles étaient dilatées. Ses mains tremblaient. Quand elle put enfin articuler quelques mots, elle décrivit une voix dans son esprit. Une voix calme. Une voix sans ton. Elle disait seulement que la fin approchait. Pas la mort individuelle. Quelque chose de plus grand. Une extinction de tout ce qui respire. Le phénomène évolua. Dans certaines salles, les lampes se mirent à s'éteindre lentement. Non pas d'un coup, mais comme si la lumière était aspirée par une présence invisible. Dans l'ombre ainsi créée, les agents affirmaient sentir une conscience les observer. Une conscience immense. Une présence froide et indifférente, comme une mer noire qui n'a jamais connu la chaleur du soleil. Un agent particulièrement sensible déclara un jour que cette présence ne voulait pas approcher. Pas encore. Elle attendait que les humains perdent espoir. Elle se nourrissait de la peur. Elle grandissait grâce à elle. À mesure que le site sombrait dans la confusion, la présence devenait plus tangible. Les murs eux-mêmes semblaient absorber le silence. Les bruits de pas résonnaient moins fort. Les voix semblaient étouffées par une pression invisible. Puis vinrent les premiers mots. Ils apparurent sur les écrans de contrôle. De manière spontanée. Sans qu'aucun clavier ne soit touché. La phrase était simple. Elle disait que la fin des hommes était déjà écrite. Mais que personne n'en connaissait la forme. Les chercheurs tentèrent de comprendre. Le message disparut. Puis il revint dans une autre salle. Encore et encore. Comme si quelque chose voulait communiquer à travers les machines, mais que la technologie n'était qu'un miroir fragile pour ses pensées. Lors d'une nuit de surveillance, un scientifique isolé dans une salle d'observation entendit une voix qui venait de partout à la fois. Elle ne parlait pas vraiment. Elle affirmait. Elle affirmait que la peur était un appel. Que chaque battement de cœur affolé rapprochait la fin. Lorsque le scientifique tenta de se lever, il sentit une pression sur sa poitrine. Comme si une main gigantesque et invisible l'avait plaqué au sol. Il ne mourut pas. Il resta simplement là, paralysé, incapable de bouger jusqu'à ce que d'autres agents le trouvent. Les chercheurs comprirent que SCP-5999 n'était pas une entité physique. C'était une présence qui existait en dehors des lois du monde. Une conscience qui savait tout voir, tout entendre, tout ressentir. Elle semblait liée au concept même de fin. Comme si elle incarnait la dernière pensée de l'univers. Une sorte d'écho désespéré de ce que deviendrait toute chose lorsqu'elles atteindraient leur terme. Un jour, sans raison apparente, les manifestations atteignirent un pic. Les écrans du site s'illuminèrent tous en même temps. Une unique phrase apparut, en lettres blanches sur fond noir. Elle disait que tout ce qui vit finit par appeler la fin. Et que la fin répond toujours. Les lumières du site s'éteignirent. Les agents sentirent une vague de froideur traverser l'air. Une obscurité totale engloutit tout. Puis, lentement, la lumière revint. SCP-5999 n'avait rien détruit. Rien touché. Rien pris. Il avait seulement montré ce qu'il était. Une présence certaine et inévitable. Une idée vivante. Une fin tapie dans chaque respiration humaine, attendant simplement que la peur la fasse naître. Depuis cette nuit, les manifestations sont sporadiques. Certaines équipes affirment que la présence les suit, silencieuse. D'autres pensent qu'elle ne fait que regarder le monde, attendant que les hommes acceptent la vérité qu'elle porte. Et parfois, dans un couloir désert, un agent jure entendre un murmure léger. Il dit qu'il vient de l'air lui-même. Il dit que tout finira, un jour. Et que ce jour n'est peut-être pas aussi lointain qu'on le croit. SCP-1672, la maison qui dévore ses habitants.
La maison semblait abandonnée depuis des années mais son apparence extérieure restait étrangement intacte. Les briques étaient propres. Les fenêtres, bien que couvertes de poussière, n'étaient pas fissurées. Le jardin, envahi par des mauvaises herbes, paraissait pourtant entretenu d'une manière sombre et involontaire. Les voisins disaient que personne n'entrait jamais. Et que personne n'en sortait non plus. Pourtant, certaines nuits, on entendait des bruits de pas derrière les murs. La fondation intervint lorsqu'un facteur disparut après avoir tenté de déposer un colis sur le porche. Son véhicule fut retrouvé devant la maison, moteur encore chaud. Mais la porte d'entrée était grande ouverte et l'intérieur plongé dans une obscurité épaisse. Une équipe d'exploration entra quelques heures plus tard. Ils découvrirent une impression étrange dès la première pièce. L'air semblait lourd. L'odeur était humide. Comme si la maison respirait. Le hall d'entrée était ordinaire mais les murs portaient des marques subtiles. Des fissures fines couraient sur le plâtre. Certaines ressemblaient à des veines. D'autres à des griffures. Les agents avancèrent, éclairant chaque coin avec prudence. Puis ils entendirent un bruit sec. Comme un craquement de bois. Un des murs sembla bouger très légèrement. L'équipe marqua une pause. Le silence retomba mais l'atmosphère semblait vibrer. Dans le salon, les meubles étaient disposés avec soin. Trop de soin. Un fauteuil était tourné vers le centre de la pièce, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Une tasse vide était posée sur la table basse. À la surface, on distinguait un léger creux dans la poussière. Comme si la tasse avait été déplacée il y a très peu de temps. Mais aucun bruit ne venait de l'étage. Aucun souffle. Rien. Un agent s'approcha d'un mur pour inspecter une fissure. Lorsqu'il posa la main dessus, la surface sembla frémir. Une sensation visqueuse traversa son gant. Il retira sa main et recula. La fissure s'élargit lentement, comme une bouche qui s'étire. Une pulsation silencieuse parcourut la surface. Tous comprirent alors que la maison n'était pas simplement anormale. Elle était vivante. L'équipe décida de se replier mais la porte d'entrée avait disparu. Elle n'avait pas été verrouillée. Elle n'avait pas été déplacée. Elle n'existait plus. À sa place, il n'y avait qu'un mur lisse et froid. Les agents entendirent un grondement profond qui semblait provenir de partout à la fois. Le sol vibra. La maison refermait ses chemins. L'escalier menant à l'étage se tordait légèrement comme si le bois respirait. Une main invisible semblait pousser les agents vers l'intérieur. Ils tentèrent d'ouvrir les fenêtres mais aucune ne s'ouvrait. Le verre était dur comme de la pierre. L'un d'eux tenta de briser une vitre. Le coup ricocha sans laisser le moindre éclat. C'était comme frapper un os. Dans la cuisine, un passage qui n'existait pas auparavant s'était ouvert. Un couloir étroit, sombre, qui descendait vers les fondations. Les agents savaient qu'ils n'avaient aucune raison d'y entrer mais la maison ne leur laissait plus d'autre option. Le bruit d'un craquement massif résonna derrière eux. Un mur venait de se refermer. En descendant, ils virent que les murs changeaient de texture. Le bois devint plus lisse. Puis légèrement poreux. À un endroit, l'un des agents remarqua une forme ronde incrustée dans la paroi. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'un bouton de chemise fusionné dans la matière. Un peu plus loin, une trace ressemblant à un doigt humain imprégné dans le mur confirma leur crainte. La maison ne se contentait pas de piéger ses habitants. Elle les absorbait lentement. Elle les digérait. Dans la dernière pièce, l'air était presque irrespirable. Les murs pulsaient lentement, comme une cage thoracique géante. Au sol, les restes d'objets personnels étaient partiellement fusionnés dans une masse indéfinissable. Une montre. Un téléphone. Un sac. Des tissus prisonniers d'une matière vivante. La lumière des lampes tremblait, absorbée par les surfaces organiques. Un bruit profond se fit entendre. Un battement. Un son lourd, répétitif. La maison avait un cœur. Quand les secours trouvèrent une issue en forçant une fenêtre depuis l'extérieur, l'équipe d'exploration sortit en courant.
Derrière eux, les murs semblaient vibrer de frustration. Une seconde plus tard, la maison retrouva son aspect immobile et silencieux. Comme si rien ne s'était passé. La zone fut immédiatement interdite. La maison est depuis confinée derrière plusieurs couches de barrières et d'observation permanentes. On pense qu'elle attend. Qu'elle écoute. Les caméras captent parfois un léger mouvement dans les murs, trop subtil pour être vu à l'œil nu. Comme si la structure respirait encore, patiemment, jusqu'à ce qu'un nouvel habitant entre chez elle. Certains disent que si vous vous approchez trop près, vous pouvez entendre quelque chose frôler l'intérieur des murs. SCP-3663, la chambre d'hôtel inhabitable. La porte portait le numéro 239. Rien d'inhabituel. Rien d'étrange. Une simple porte dans un couloir banal d'un hôtel économique. Pourtant, les employés refusèrent d'y entrer. Ils affirmaient que personne ne restait jamais dans cette chambre plus de quelques minutes. Les clients qui tentaient d'y dormir quittaient l'hôtel en panique, parfois sans même récupérer leurs bagages. Les propriétaires avaient fini par condamner la porte avec une planche de bois. Une planche qui se retrouvait parfois au sol, sans qu'on sache comment. La fondation arriva après le signalement d'une jeune femme retrouvée prostrée dans le hall. Elle répétait que la chambre était fausse. Que rien dedans n'était réel. Qu'elle y avait vu quelque chose bouger sur les murs. Lorsqu'on l'interrogea, elle ne put donner aucun détail. Elle semblait comme vidée de son propre souvenir, incapable d'expliquer ce qui l'avait traumatisée. Les agents ouvrirent la porte et découvrirent une pièce parfaitement ordinaire. Un lit simple. Une table de chevet. Une lampe. Une salle de bain minuscule. Mais l'air y était pesant. Comme si la chambre était trop silencieuse. Trop froide. Les murs, d'un blanc cassé, semblaient vibrer légèrement sous la lumière des lampes. Point après point, comme si une respiration lente et discrète faisait trembler chaque surface. L'un des agents franchit le seuil en premier. À peine eut-il posé le pied sur le tapis que la porte derrière lui se ferma d'un claquement sec. Les autres agents essayèrent de la rouvrir mais la poignée ne bougeait plus. À l'intérieur, le premier agent resta silencieux. Sa radio fonctionnait encore mais sa voix tremblait. Il affirma que la chambre semblait plus grande qu'avant. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il voulait dire, il répondit que le lit s'était éloigné du mur. La caméra montrait pourtant une pièce parfaitement immobile. Le sol devint plus dur sous les pas de l'agent. Il disait qu'il marchait sur un sol nu alors que la vidéo montrait un tapis. Il dit que la lumière devenait plus sombre alors que les lampes brillaient encore. Les murs lui semblaient s'éloigner, puis se rapprocher. Par moments, il déclarait voir une ombre se déplacer juste derrière lui. Mais l'image ne montrait rien. Puis sa voix changea. Elle devint plus basse. Il parla lentement, comme si quelque chose appuyait sur sa poitrine. Il dit qu'il entendait des coups. Des coups venant de l'intérieur des murs. Les autres agents, dehors, entendirent soudain quelque chose frapper contre la porte. Comme un poing. Puis un deuxième coup. Plus fort. Ils tentèrent de forcer la porte mais la serrure semblait avoir fusionné avec le cadre. À l'intérieur, l'agent se mit à respirer rapidement. Il disait que les murs se rapprochaient. Qu'ils pulsaient comme une peau. La caméra commença à se brouiller. L'image se déforma, comme si la pièce n'avait plus de forme stable. Pendant quelques secondes, l'écran ne montra qu'un vide gris et granuleux. Puis, brusquement, l'agent réapparut. Il se trouvait collé contre un mur, immobile, les yeux grands ouverts. La radio transmettait un son étrange. Un chuchotement. Un murmure multiple, comme si plusieurs voix parlaient en même temps derrière lui. La porte céda enfin. L'équipe pénétra dans la chambre. L'agent était au sol, inconscient. La pièce avait retrouvé son aspect normal. Aucune trace de déformation. Aucun signe de mouvement. Mais l'air restait glacial. Presque suffocant. Lorsque l'agent se réveilla plus tard, il ne se souvenait de rien. Pas même de son arrivée dans la chambre.
Il semblait avoir perdu plusieurs heures de sa mémoire. Les tests révélèrent un détail inquiétant. Ses ondes cérébrales montraient des schémas correspondant à un état de terreur profonde, comme si son esprit avait revécu un traumatisme intense. Pourtant, il n'avait aucune image à raconter. Son esprit avait été vidé. Les expériences suivantes confirmèrent que la chambre altérait la perception et la pensée des personnes qui y entraient. Un chercheur équipé d'un casque EEG perdit connaissance au bout de 2 minutes. Un autre déclara sentir quelque chose marcher derrière lui alors qu'il restait immobile. Un troisième affirma que la pièce changeait de forme dès qu'il clignait des yeux. La caméra montrait toujours la même chambre. Simple. Immobile. Sans secrets apparents. Mais la fondation découvrit un détail capital. En plaçant une caméra thermique contre le mur, on vit une silhouette se déplacer lentement derrière la paroi. Une silhouette humanoïde. Elle semblait glisser le long des murs comme si elle y était prisonnière. Elle passait derrière chaque surface. Derrière la tête de lit. Derrière la salle de bain. Derrière la porte. Toujours derrière. Comme si la chambre n'était qu'une coquille et qu'un être inconnu vivait dans la structure même de l'endroit. Un être qui imitait la pièce. Qui déformait les perceptions. Qui jouait avec les sens. Peut-être qu'il attendait simplement qu'on reste assez longtemps pour pouvoir sortir. Depuis, la chambre 239 est confinée derrière des couches de surveillance, avec interdiction absolue d'y séjourner plus de 60 secondes. Pourtant, même de l'extérieur, certains agents affirment entendre quelque chose gratter doucement derrière la porte condamnée. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, essayait encore de sortir. SCP-104, la poupée du futur. La poupée fut trouvée dans une petite boutique d'antiquités au bord d'une route poussiéreuse. Elle se tenait sur une étagère, immobile et silencieuse, parmi des objets sans valeur. Pourtant, chaque client qui entrait dans le magasin jetait un regard prolongé sur elle. Certains s'arrêtaient quelques secondes comme s'ils reconnaissaient son visage, même si aucun d'eux ne l'avait jamais vue auparavant. La poupée semblait les attirer avec une force invisible. Lorsqu'un employé voulut la déplacer, un phénomène étrange se produisit. Il la prit dans ses mains, puis sentit soudain une chaleur douce dans sa paume. Ses yeux devinrent vitreux et il resta immobile pendant plusieurs secondes. Lorsqu'il reprit ses esprits, il laissa tomber la poupée au sol. Il affirma avoir vu quelque chose. Un événement dont il ne savait pas s'il s'agissait d'un souvenir ou d'un rêve. Il parlait d'une route mouillée, d'un choc métallique et d'un cri étouffé qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Il tremblait. Il répétait qu'il avait vu sa propre mort. La Fondation intervint rapidement et récupéra l'objet. Les analyses initiales ne révélèrent rien d'inhabituel. La poupée possédait un corps en tissu ancien et un visage peint à la main. Elle ne contenait aucun mécanisme. Pourtant, lorsqu'un chercheur la souleva pour la transférer dans une cellule d'observation, il s'arrêta brusquement au milieu du couloir. Son visage changea de couleur. Il marcha jusqu'à un mur et resta adossé, les yeux fermés. Lorsqu'il ouvrit enfin la bouche, il déclara qu'il avait vu un laboratoire détruit et des alarmes rouges qui clignotaient. Il n'avait jamais travaillé dans un tel endroit. Il ne savait pas pourquoi il en avait eu une vision. Les premiers tests révélèrent que la poupée montrait à chaque personne un événement futur qui lui appartenait. Un futur possible mais jamais certain. Les visions différaient selon les sujets et variaient en intensité. Certaines personnes recevaient de simples impressions. Une odeur de fumée. Une silhouette familière. Un goût métallique dans la bouche. D'autres vivaient des scènes complètes, comme si elles avaient été projetées dans un instant de leur propre avenir. Lors d'un test plus poussé, on demanda à un agent spécialement entraîné de tenir la poupée pendant une durée prolongée. Au bout de quelques secondes, le visage de l'agent devint livide. Il décrivit une pièce blanche éclairée par des néons. Il se vit assis à une table, entouré d'hommes en uniforme. Une sirène se déclencha soudain dans sa vision. Une porte en acier se ferma derrière lui et une voix annonça une brèche de confinement.
L'agent lâcha la poupée et se écarta brusquement. Il déclara qu'il avait ressenti la panique comme si elle était réelle. L'émotion persista plusieurs minutes après la fin de la vision. Les chercheurs tentèrent de comprendre si la poupée montrait des événements inévitables ou seulement des possibilités. Ils découvrirent que certaines visions se produisaient exactement comme prévu, tandis que d'autres ne se réalisèrent jamais. Une personne qui avait vu un accident de voiture évita précautionneusement de conduire pendant des semaines. Pourtant, un jour, elle fut témoin du même accident depuis un trottoir. L'événement se déroula sans elle mais la scène correspondait exactement à sa vision. Un autre sujet reçut une vision où il tenait un enfant qu'il ne connaissait pas encore. Plusieurs années plus tard, il adopta une petite fille dont le visage correspondait à celui de l'enfant vu dans sa vision. La poupée ne semblait pas imposer un futur. Elle en montrait un fragment. Une pièce de puzzle qui s'emboîtait parfois dans la réalité. Une expérience dangereuse fut tentée après que l'un des chercheurs eut une idée audacieuse. Un agent fut exposé à plusieurs séances avec la poupée. À chaque vision, les détails se précisaient. Il voyait un couloir sombre, un homme qui l'appelait, une chute brutale, puis un bruit sourd. Au fil des visions, les scènes devenaient de plus en plus nettes. Les chercheurs voulurent interrompre l'expérience mais l'agent insista pour aller jusqu'au bout. Lors de la dernière séance, la vision fut d'une clarté absolue. L'agent se vit mourir. Le lendemain, cet agent disparut dans les couloirs du site pendant une panne de courant. Les équipes de secours le retrouvèrent en bas d'un escalier, exactement dans l'endroit décrit par ses visions. Il respirait encore. Il murmura qu'il avait essayé de changer son chemin mais que quelque chose l'avait attiré dans cette direction malgré lui. Il affirma qu'il avait senti une main invisible dans le noir. 3 minutes plus tard, il mourut. Depuis cet événement, les tests sont limités. Les chercheurs ne savent pas si la poupée montre le futur ou si elle le sculpte. Ils ne savent pas non plus pourquoi certaines visions peuvent être évitées alors que d'autres semblent se refermer comme un piège inévitable. Ce qui est certain, c'est que la poupée observe chaque personne qui la touche avec le même regard fixe et peint. Un regard calme qui semble murmurer une seule chose. Vous verrez ce que vous ne devriez jamais voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.